Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre agenda avec le 4e Focus Pays des RMTP 2021 qui sera consacré au Sénégal et au Togo. Ce Focus Pays qui a pour thème accroître l'attractivité du secteur privé, défis et perspectives sera modéré par M. Yago, ingénieur statisticien économiste. Merci. M. Yago, vous avez la parole. Merci bien, M. Abdou. Bonjour à tous les panélistes qui vont prendre la parole ici. Bonjour à tous les organisateurs de UMOA Titre. Donc, moi, je suis effectivement M. Yago Namaro. Je suis ingénieur statisticien économiste de formation. Je suis actuellement directeur du centre statistique de la commission de l'UMOA. Merci pour l'honneur que vous me faites pour pouvoir introduire ce thème et donner la parole, bien entendu, aux présentateurs qui sont du Sénégal et du Togo. Donc, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à Monsieur le directeur général du Trésor du Togo et aux différents chefs de division du Sénégal et du Togo qui prennent part aux échanges et bien entendu à toutes les délégations qui sont invitées pour échanger leur expérience autour de ce thème central qui est l'attractivité du secteur privé dans nos États. Je voudrais dire à l'entame de mes propos que les deux pays dont nous allons échanger autour de leur stratégie certainement pour attirer le secteur privé, que sont le Sénégal et le Togo, ont respectivement donc pour le Sénégal une population d'environ 16,7 millions d'habitants et le Togo 7,7 millions d'habitants. Alors, on le sait, notre sous-région est caractérisée par une population très jeune. Et qui parle de population jeune, donc parle d'une population qu'on doit pouvoir mettre au travail. Et pour mettre cette population au travail, en tout cas les statistiques montrent que de nos jours, le secteur public est essoufflé en termes de possibilités d'emploi de cette jeunesse. Or, nous avons une jeunesse de plus en plus donc, scolarisée, voire diplômée, et qui attend donc à donner sa contribution pour le développement. Alors, je voudrais ajouter également que ces deux pays, bien entendu, ont des documents de politique de développement qui sont respectivement pour le Sénégal, le PSE, le plan Sénégal émergent, donc qui s'étale sur la période 2014-2020. Je me trompe. Alors, pour le Sénégal, donc, je disais que le plan va de 2014 à 2023. Il est subdivisé, je rappelle, en deux plans quinquennaux, dont le premier, c'est 2014 à 2018 et 2019-2023. Alors, pour ce qui concerne le Togo, c'est le plan national de développement qui est en cours de mise en œuvre et qui s'étale sur la période 2018-2022. Je ne vais pas rappeler leurs points essentiels d'intervention, mais autour de ces deux documents, on retrouvera que le but ultime, bien entendu, c'est de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Et qui dit améliorer les conditions de vie des populations, dit justement mettre cette population au travail à travers donc la jeunesse dont je parlais. Alors, et pour le faire, c'est le secteur privé véritablement qui doit pouvoir créer des emplois décents et qui va employer cette jeunesse et qui va être moteur donc de la croissance et que généralement ces documents aussi visent à mieux partager. Donc, c'est ce que je peux dire d'entrée de jeu. Et donc, le véritable point de discussion, c'est comment ce secteur privé, qui, je le rappelle, dans notre union de manière générale, et même si on prend le Sénégal et le Togo, est caractérisé par une part très importante du secteur informel pour l'instant. Hein? Donc, comment faire en sorte qu'on attire de plus en plus, non seulement ce secteur privé à se rendre formel, et à pouvoir exercer dans un cadre véritablement compétitif qui permet de croître et de contribuer justement à la mobilisation des recettes et à l'épargne nationale pour financer le développement. Et également, je dirais qu'à côté de cet enjeu de l'informalité qu'il faut pouvoir de plus en plus réduire en allant vers le secteur moderne, il faut attirer des investisseurs, bien entendu,
que ce soit de la sous-région pour ces deux pays, que ce soit des multinationales ou des internationaux, qui ont des fonds pour pouvoir investir, tout en ayant un œil, bien entendu, sur comment on fait pour que la population de nos pays profite au maximum de la croissance qui pourrait être générée par ce secteur privé étranger qui serait véritablement, éventuellement, un investisseur, car ayant souvent des moyens importants. Hein, on le voit pour certains pays, effectivement, ce secteur privé extérieur intervient dans un certain nombre de secteurs. Et le débat, souvent, c'est aussi quelle est la contribution de ce secteur privé-là à la redistribution des revenus. Hein. Je parle notamment de tout ce qui concerne donc, le secteur minier, où généralement, ce sont des investisseurs étrangers qui sont attirés. Mais souvent, les débats tournent autour de comment se partage le fruit de l'exploitation de ces mines, etc. Mais ça peut être dans d'autres secteurs également. Hein. Donc, mais pour notre thème, pour peut-être recadrer, j'ai vu le programme de UMOA-Titre. Je pense que dans l'attractivité, il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà débattues, dont notamment la question sur les infrastructures. Il y a un thème qui a été dédié à cela. Et récemment, il y avait le débat également sur la mobilisation donc, de l'épargne nationale pour financer justement le développement. Et je pense qu'il y a également eu d'autres débats qui ont touché à la diversification, notamment des économies. Genre, tous ces éléments, ça contribue bien entendu à bâtir des éléments qui peuvent contribuer à l'attractivité, mais aussi, il y a des choses, c'est aussi l'aboutissement de l'attractivité qui va amener les faire, notamment en ce qui concerne la diversification. Qui parle de diversifier l'économie, parle plus ou moins de notre thème, qui voudrait donc qu'on puisse attirer plus d'investisseurs vers des secteurs qui ne sont pas encore véritablement mis en selle dans nos économies. Donc, c'est sûr qu'on va plus ou moins interagir sur le thème de certains thèmes qui sont déjà passés, mais on fera en sorte que nous restons dans les éléments essentiels qui sont attendus de nous, à savoir les défis et les perspectives. Voilà, en ce qui concerne l'attractivité donc du secteur privé, comment l'accroître pour que le secteur privé joue un rôle plus important, comme je l'ai dit, dans le développement de nos économies, qui pour lesquelles, je l'ai rappelé tantôt, le secteur privé est dominé beaucoup par le secteur informel actuellement, et aussi le rôle de l'économie, du secteur public aujourd'hui est très, très poussé dans l'économie formelle aujourd'hui. Et donc, il faut que le secteur privé véritablement soit appelé. Et pour le faire, certainement, il y a des goulots d'étranglement. Et je pense que c'est ça que UMOA Titre attend, que nous puissions, à travers le Togo et le Bénin, mettre en exergue. Donc, monsieur le directeur général du Trésor du Togo, monsieur Diouf, pour ce qui concerne le Sénégal, je pense que je vais sur ce retourner la parole, puisque je sais qu'il y a des présentations qui seront faites. Et nous avons 1h30 au maximum pour les deux pays et pour échanger autour des présentations qui seront faites. Donc, je ne serai pas plus long que ça. Donc, je vais passer la parole, je pense, la parole alphabétique à la délégation du Sénégal. Merci. Oui. Bonjour, monsieur le modérateur. Bonjour, monsieur Diouf. Je suis avec mon directeur de la dette publique, monsieur Babacar Sissé. Donc, on va tout de suite passer à notre présentation. Il va prendre la parole peut-être pour parler du directeur général du Trésor. Merci beaucoup. Il était tout à l'heure en réunion. Donc, après ceci, nous pourrons dérouler la présentation. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, bonjour, Michel Yago, monsieur le modérateur. Bonjour, directeur. Bonjour à monsieur le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique du Togo. Et bonjour à l'ensemble des participants à cette session consacrée, comme vous l'avez si bien rappelé, au Sénégal et au Togo, sur la thématique donc, de l'attractivité du secteur privé. Alors, je voudrais, avant
d'aller plus loin dans mon propos, présenter les sincères excuses du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor du Sénégal, M. Cheikh Tidiane Diop, qui a un empêchement, je veux dire, donc lié à son agenda. Nous sommes sur une réforme extrêmement importante, à la fois qui touche le budget et la comptabilité de l'État. Et nous sommes vraiment sur la phase cruciale de lancement de cette réforme-là. Et malheureusement, il a une contrainte à ce niveau-là. Donc, il m'a chargé de vous présenter ces sincères excuses. Ceci étant précisé, je voudrais peut-être, comme habituellement lors de ces rencontres-là, je veux dire, partager avec les participants quelques éléments de la situation macroéconomique récente de l'État du Sénégal et également aborder à cet égard-là quelques perspectives. Et évidemment, dans la présentation, on fera un focus sur l'aspect thématique qui nous concerne, à savoir le secteur privé. Étant entendu, on reviendra plus en détail à l'occasion des échanges sur ces aspects-là. Si vous en avez convenance, monsieur le modérateur, je m'en vais donc vous livrer quelques appréciations sur ce profil-là socio-économique du Sénégal récent, sur les projets structurants et sur la stratégie de financement que nous mettons en place actuellement, donc du financement de l'État. Pas de souci. Je passerai. Très bien, très bien. J'espère que la présentation est actuellement partagée, visualisée par l'ensemble des participants. Là, à l'écran, le plan est affiché, mais je précise d'emblée que je passerai très rapidement sur le premier point parce que vous l'avez bien résumé, qui donnait donc un bref aperçu sur le profil sociopolitique du Sénégal, les aspects institutionnels de gouvernance. Je passe très rapidement là-dessus et j'inviterai peut-être les participants à peut-être à le regarder, à le consulter quand la présentation sera ultérieurement partagée par la chancelière. Alors, s'agissant de la situation macroéconomique récente du Sénégal, alors, il faut noter que c'est caractérisé par, on le sait déjà, une trajectoire de croissance qui, ces dernières années, a été quand même sur une très bonne moyenne, de 6% en moyenne jusqu'en 2019. Et bien entendu, parlant de l'actualité, nous avons été, comme tous les autres pays de l'Union, impactés, assez éprouvés par la pandémie de la COVID-19, qui donc a quand même très fortement impacté la croissance, qui, contrairement aux autres années où elle se situait à une moyenne d'environ 6%, devrait ressortir pour 2020 à 0,8%. C'est une forte chute. À un moment donné, d'ailleurs, on avait même craint une récession, mais heureusement que les résultats du sous-secteur agricole sont venus quand même nous donner quand même des lueurs d'espoir et atténuer les impacts de la pandémie, comme je le disais. Alors, juste quand même pour avoir une approche rétrospective sur les dernières années, quand on regarde quand même la progression sur les dernières années, c'était une progression, comme je l'ai dit, avec un taux de croissance d'environ 6%. Alors, quand on regarde sur 2020, 0,8%, maintenant, les poids, le taux moyen de progression, quand on regarde les secteurs, sur le secteur primaire, c'était donc 7,23%, secteur secondaire 5,5%, et sur le secteur tertiaire 3,8%, et sur l'administration publique autour de 7,6%. Donc, tous les secteurs étaient en croissance. Ça, je pense que c'est le point qu'il faut relever. Alors que pour cette fois-ci, en 2020, seul le secteur primaire, je parlais tantôt de l'agriculture, et le secteur des administrations publiques, et notamment la mobilisation des recettes, ont été véritablement
satisfaisant en termes d'évolution pour donc enrayer, je veux dire, la trajectoire baissière des secteurs secondaires et tertiaires. Alors donc, nous avons quand même eu à faire montre d'une certaine résilience, je veux dire, en début de la pandémie. Et ça, nous allons un peu plus loin de le voir. C'est lié au fait que quand même l'économie présente une structure très diversifiée. L'économie du Sénégal. On n'a pas véritablement de dépendance, disons, majeure à un secteur donné. Quand on regarde un peu donc la distribution sectorielle et même en allant de façon plus affinée, je veux dire, en rentrant dans les sous-secteurs, bon, on n'a pas de sous-secteur qui dépasse plus de 15%, enfin, qui a un poids qui représente plus de 15% du PIB. Aucune branche d'activité qui excède cela. Donc ça, je pense que ça fait qu'en réalité, que certains secteurs puissent résister mieux que d'autres par rapport donc à des chocs externes, à des chocs également spécifiques comme ce que nous connaissons actuellement et qui a débuté donc, disons, dès le mois de mars de l'année 2020. Alors, la résilience également est soutenue par les projets importants, également mis en œuvre par l'État du Sénégal, tenant au plan Sénégal émergent, comme vous l'évoquez. Et entre autres orientations à ce niveau-là, il faut quand même indiquer qu'au niveau du secteur agricole, on a quand même un dynamisme certain, je veux dire, des productions céréalières, parce que l'objectif, c'est quand même d'arriver à l'autosuffisance, notamment en riz, qui est la principale donc, céréale consommée au Sénégal. Et par ailleurs, nous avons des programmes, et c'est ça également qu'il faut soulever, des programmes qui sont adaptés aux conditions climatiques, et nous avons également une orientation très marquée, je veux dire, sur la pisciculture, pour un peu donc atténuer la raréfaction des ressources halieutiques qui touchent donc la pêche à ce niveau-là. Alors, sur les secteurs secondaires, en termes d'orientation également, il faut relever les programmes importants d'infrastructures, notamment de transport, de services également de transport qui sont faits. Ce sont des investissements massifs qui nous permettent également un peu, je veux dire, de rattraper déjà le gap infrastructurel et de mettre en place un environnement propice véritablement donc au développement de l'activité économique. Et je reviendrai un peu plus sur ça quand on abordera le secteur privé. Alors, nous avons également eu des gains et des batailles gagnées importantes sur donc, la disponibilité de l'électricité. Bon, c'est de très vieux souvenirs actuellement, mais il fut un temps où c'était quand même un facteur de production qui était très contraint en termes de disponibilité pour l'État du Sénégal. Donc, je terminerai également par évoquer aussi le dynamisme du secteur tertiaire. Certains pensent d'ailleurs que l'économie du Sénégal se tertiarise beaucoup plus qu'il ne se développe sur les aspects secondaires. Et je pense que c'est également cette résilience-là globale qui nous permet, comme je l'ai dit, de pouvoir avoir des évolutions, je peux dire, positives globalement en dépit donc de la pandémie. Alors, sur la croissance, c'est donc ça le message. On a été impacté durement par la pandémie, mais nous ressortirons avec un taux de croissance qui quoique faible, sera quand même positif pour l'ordre de 5,8%. Alors, sur le déficit, là également, tous les efforts qui ont été faits récemment, je veux dire, d'amélioration, de réduction du déficit, bien entendu, ont été impactés aussi par la pandémie en 2020, parce qu'il s'agit avant tout également d'abord de résister à cette pandémie et également de nous inscrire dans une optique de relance à la suite, qui a requis d'importants efforts au plan budgétaire qui ont quand même amené à creuser le déficit, bien entendu, dans des limites discutées, pour les valider avec nos partenaires. Et le déficit de cette année 2020 devrait quand même être beaucoup plus accentué que le déficit observé sur les dernières années. Il devrait ressortir à 6,1% parce qu'il a fallu véritablement mettre en place des moyens
important pour donc soutenir, entre autres, le secteur privé. D'ailleurs, on reviendra sur ça et permettre véritablement donc d'atténuer de façon assez significative les effets de la pandémie. Mais cela n'enlève rien sur les orientations donc, de la gestion budgétaire qui s'inscrit véritablement dans une réduction du déficit en conformité avec nos engagements au plan communautaire. Je pense que l'idée de la pandémie, on serait dans la perspective de réaliser donc habilement le critère donc, sur le déficit de 3%. Bien entendu, on va aller sur une nouvelle phase, je veux dire, dans le respect également des engagements souscrits par les autres pays de l'Union. Bon, je pense que cette pandémie-là va véritablement donc ralentir un peu cet effort. Mais ce qui nous conforte, c'est notamment toutes les initiatives que nous prenons en matière de recouvrement, avec notamment une stratégie bien adressée que l'on appelle la SRMT, la stratégie de recettes à moyen terme, voilà, qui vise donc véritablement, au-delà même de l'élargissement de la base fiscale, bon, ou bien dans cette perspective-là, à véritablement aller travailler sur la modernisation, sur la dématérialisation des procédures au niveau des administrations fiscales et également un partage d'informations beaucoup mieux établi entre les différentes administrations parce qu'on avait quand même beaucoup de pertes fiscales liées un peu, je veux dire, à ces problèmes-là de coordination de base d'information. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. Au-delà des moyens qu'on mettra et du focus qu'on mettra sur le contrôle fiscal, c'est des aspects qu'il faut relever, la dématérialisation qui permettra également d'automatiser véritablement les échanges avec les contribuables. Alors, ça, c'est un point extrêmement important qui s'ajoute maintenant à tout ce qui est fait en termes donc de rationalisation de dépenses publiques et notamment sur les dépenses de fonctionnement et également les choix qui sont faits sur la priorisation des programmes d'investissement public qui vont mettre vraiment l'accent sur les projets porteurs de croissance, de ce point de vue impactant en termes de croissance, mais surtout porteurs d'emploi. Voilà, donc il faut, je veux dire, privilégier, et c'est le choix du gouvernement, les projets qui sont inclusifs au plan social, surtout en matière donc, de création d'emplois qui favoriseront donc, le secteur privé, les jeunes. Vous l'avez également dans vos mots introductifs rappelé. Alors, là également, c'est le slide qui montre un peu donc, la progression un peu des recettes et des dépenses en rapport du PIB, en rapport donc du PIB donc, sur la période récente. Comme je l'ai dit, alors donc, soutien fiscal au secteur privé, bon ça, je l'évoquais entre autres, en dépit donc de la pandémie, nous avons fait un effort extrêmement important qui nous a permis donc quand même de maintenir un niveau intéressant quand même de mobilisation de recettes internes, malgré le soutien fiscal qui a été accordé au secteur privé, avec donc des suspensions d'échéances, des exonérations également de droits qui ont été consentis, je veux dire dans le cadre donc du plan de résilience et de relance pour lutter contre les effets de la COVID. Sur donc les dépenses, on a également mis l'accent sur véritablement donc, les dépenses sanitaires, je veux dire, pour permettre véritablement de faire face à la pandémie et des dépenses également de soutien d'un point de vue social destiné aux ménages, tant sur la prise en charge partielle de certaines factures d'eau, d'électricité, que sur des dépenses en termes de kits alimentaires qui ont été mises à la disposition ou, je veux dire, allouées aux populations qui ont été les plus durement impactées par cette pandémie. Alors, sur l'endettement, bon, bien entendu, la trajectoire demeure soutenante, même si la dette progresse. Elle progresse peut-être à un rythme moins accéléré que sur une certaine période de référence, notamment quand on la compare à la période 2007-2013. On a voulu donner la perspective relativement donc, à la mise en œuvre
du PSE, qui, comme nous le savons, a été fortement soutenu par donc, le financement par endettement. Maintenant, le relais qui est attendu sur la deuxième phase de ce PSE-là, c'est quand même une implication beaucoup plus grande donc, du secteur privé pour peut-être permettre à l'État de moins s'investir dans l'endettement direct et de pouvoir accompagner peut-être cette implication du secteur privé par, je veux dire, une position plus ou moins affirmée sur les garanties que cela exigerait. Donc, vous avez une perspective un peu de l'évolution aussi bien du taux d'endettement par rapport au PIB, qui donc est projeté, alors ça, je pense que ça va être mis à jour, à fin 2020, c'est plutôt 67%. Quand on prend le secteur public global, on est à 67%. Ce qui est projeté ici, c'est l'évolution de la dette de l'État-administration centrale. Alors, ça me permet d'évoquer le fait que depuis maintenant 2 ans, nous sommes sur un périmètre plus élargi que les autres États de la zone concernant le suivi de la dette. Au-delà de la dette de l'administration centrale, dont la progression est ici donc projetée à l'écran, nous suivons également les engagements des entreprises et organismes publics et qui nous permet donc d'avoir une perspective plus globale. Donc, pour l'État, administration centrale, on devrait ressortir à près de 62%, 61,5% à fin 2020. Et globalement, quand on prend le secteur public, je veux dire avec l'inclusion donc des organismes et entreprises publiques, nous ressortirons à 67% donc de taux d'endettement. Alors la progression, vous l'avez vu, sur 2020, cela a été quand même une progression qui est repartie un peu à la hausse, avec donc les appuis massifs que nous avons reçus, notamment de la part de nos bailleurs traditionnels qui nous ont accompagnés, je veux dire, dans nos efforts de lutte contre la pandémie. Mais, bien entendu, nous avons un profil, et c'est peut-être le point qu'il faut évoquer, qui en raison, je veux dire, du focus que nous avons mis récemment sur les sources commerciales et surtout les sources commerciales externes, a été un peu donc dégradé, passant d'un risque de surendettement faible à un risque de surendettement modéré. Voilà, ça c'est donc un statut que nous avons depuis 2019, bon, qui n'a pas changé en cette année 2020 que nous venons donc d'achever. Donc voilà, c'est un peu ici pour vous donner, je veux dire, une photographie, une lecture un peu de cette évolution-là du profil, la projection des ratios de viabilité que nous avons, issus donc du dernier exercice d'analyse donc de viabilité de la dette. Bon, on voit bien entendu que le ratio sur lequel nous sommes, je veux dire, le plus contraints, c'est beaucoup plus sur le ratio service de la dette sur les exportations. Et la situation devrait certainement, avec les mesures qui ont été prises, et notamment la réorientation du financement beaucoup plus sur le marché intérieur, s'améliorer dans les années à venir et s'inverser. Et donc, nous devions certainement, au sortir de la pandémie, capitalisant un peu sur les programmes de relance, qui devraient donc véritablement s'axer sur les modèles de croissance et d'exportation, peut-être également arriver à inverser la tendance donc d'évolution du ratio service de la dette sur exportation. Alors, sur les comptes extérieurs, bon, le Sénégal, comme on le sait, a une balance quand même au compte courant quasiment structurellement déficitaire. Bon, bien entendu, le déficit s'est accentué en 2020. On avait un peu réussi à le stabiliser aux alentours d'un peu moins de 9% sur les années 2018-2019. C'est reparti, je veux dire, à un peu plus de 11%, en liaison notamment avec les importations, je veux dire, qui ont été faites notamment en termes de matériel lié, je veux dire, à la préparation donc des projets des pétroliers et gaziers que nous souhaitons
un peu donc lancé. Par ailleurs également, l'aspect qui venait un peu compenser, c'était un peu les transferts de fonds. Ça a été également affecté un peu par la pandémie. On voit bien que cette année-là a été une année assez difficile, également sur les comptes extérieurs. Mais en dépit quand même, je veux dire, du déficit du compte courant, nous avons un solde global qui quand même demeure positif, lié notamment, je veux dire, aux investissements, on l'a dit, que nous recevons en gros, à l'évolution donc du compte de capital qui est quand même assez positif de ce point de vue-là. J'ai parlé également des ressources importantes que nous avons reçues également de la part de nos partenaires financiers qui nous ont également très fortement soutenus, et ça a permis un peu d'avoir énormément donc de rentrées qui ont impacté le compte de capital, le compte financier, pour donc avoir un solde global positif en définitive. Maintenant, sur la situation monétaire, bon, c'est une évolution qui s'inscrit un peu dans la tendance des dernières années. Nous avons quand même noté une progression de la masse monétaire qui devrait ressortir à 13% en 2020, en liaison avec, je veux dire, les crédits bon, qui ont connu quand même une bonne je veux dire, progression, surtout pour l'État, même si pour le secteur privé, c'est ressorti positivement à un niveau relativement faible de 3%. L'inflation reste, comme dans la zone en général, une inflation faible, même si elle a un peu haussé en 2020. Alors, bon, je parle très rapidement sur le système bancaire. Hein. Je pense que ce n'est pas véritablement le focus. Ce qu'il faut simplement indiquer, c'est que bon, les banques, je veux dire, ont quand même une capitalisation, en tout cas, qui est bonne. Elles sont bien capitalisées quand on regarde un peu le ratio d'adéquation des fonds propres. Bon, nous avons même une progression sur 2019. Bon, les données de 2020 ne sont pas encore disponibles, mais quand on regarde un peu donc sur la période récente, les informations les plus récentes, notamment celle de 2019, on voit bien que la capitalisation des banques est une capitalisation adéquate. Sur également les créances improductives, quand on regarde un peu après provisionnement, je veux dire les prêts nets improductifs, bon, ça se situe quand même à une moyenne de 7,4, qui est quand même une moyenne, je veux dire, acceptable, très importante par rapport donc à la résilience donc, de ce secteur-là, qui est solide et performant, comme l'indiquent également les critères de rentabilité sur la période récente qui a été analysée. Alors, je passe sur très rapidement la convergence. Bien entendu, avec la pandémie, bon, en 2020, on sait la perspective, c'est peut-être de revenir sur le déficit budgétaire. Initialement, on devait arriver à 3% en 2022. Mais là, c'est une échéance qui va être reculée et qui certainement va être éventuellement en accord avec les pays dans les discussions que nous aurons, repoussée très probablement vers 2024, voire même 2025. Le temps véritablement donc comment dire, de permettre de faire face au choc et à ses effets qui perdureront au-delà donc de l'année 2020, comme nous le notons déjà en ce début d'année 2021. Alors, très rapidement sur donc, le plan Sénégal émergent et le programme d'action prioritaire. Je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les orientations programmatiques. Ce qui caractérise la seconde phase du PSE, c'est vraiment 3 axes. D'abord, les initiatives majeures, il y en a 5. Le PSE jeunesse, on évoquait tantôt les problèmes d'emploi de jeunes, etc. C'est une préoccupation extrêmement importante. On regardera un peu ce qu'on envisage de faire là-dessus. L'économie solidaire et sociale, c'est extrêmement également important en termes d'orientation des politiques publiques. Une société numérique, vraiment, c'est également un axe poursuivi par l'État. Et maintenant, le PSE vert qui donc va mettre l'accent sur la reforestation, notamment durable donc, du territoire. Et maintenant, le cap sur l'industrialisation qui sera la 5e grande initiative. 3 programmes sectoriels, 0 bidonville. On le verra également dans le programme des logements sociaux et tous les efforts qui sont faits là-dessus.
programme zéro déchet et ville créative, ville smart, comme on dit, intelligente, très connectée, pour un peu donc, je veux dire, être dans la tendance dans l'air du temps. Alors, sur les accès universels, 5 accès, l'eau, l'assainissement, qui demeure donc toujours prioritaire. L'électricité, j'en ai parlé en parlant des gains que nous avons obtenus, qui sont significatifs, qui sont importants, mais l'autre bataille qu'il faut surtout remporter, c'est celle de l'électrification rurale et également des énergies vertes, hein, accès maintenant sur le solaire, et ça également, il y a d'importants projets, notamment portés par les privés, là-dessus, les services sociaux de base, les services de mobilité collective, les services sportifs et culturels. Maintenant, sur ça, il y a des mesures phares par rapport à toutes ces initiatives, programmes et accès universel. Les principaux projets que nous allons mettre en place, c'est le programme, sur les 5 initiatives, le programme Zéro abri provisoire, la construction également d'universités et d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, parce qu'il faut quand même qu'on mette l'accent sur l'enseignement professionnel pour pouvoir avoir, je veux dire, une formation adéquate aux besoins d'emploi qui seront donc, je veux dire, générés par la mise en œuvre des différents projets et programmes que nous poursuivons dans le cadre de nos politiques économiques. Donc, les lycées techniques et professionnels, vraiment, on met un focus sur ça. Et dans la même logique et toujours relativement, je veux dire, à la société je veux dire, ouverte sur le numérique, le centre de calcul scientifique de Diamniadio, le parc des technologies également numériques de Diamniadio, tout le programme également de reforestation durable, la promotion des industries de recyclage également de déchets classiques, les agropoles qui sont mis en place et certains vont démarrer très rapidement, notamment avec le soutien de la BAD. Bon, le programme des 100 000 logements, c'est un programme phare pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Sénégal, et également la plateforme culturelle et artistique qui va donc promouvoir un peu donc la créativité et l'initiative. Maintenant, sur les accès, bon, le programme KMS, c'est un programme qui permet un peu d'avoir l'alimentation en eau potable, notamment du Grand Dakar, qui, au-delà de Dakar, va comprendre sa grande banlieue et toutes les villes proches comme Thiès également, qui sont sur l'axe de ce projet-là. Le programme de dessalement de l'eau de mer également, qui démarre avec le concours des Japonais au niveau des mamelles. Le programme PUDC, qui permet véritablement de mettre à niveau, je veux dire, les infrastructures dans les zones rurales, dans les zones qui sont quand même, je veux dire, assez peu pourvues ou dotées de ces infrastructures-là actuellement. Maintenant, tout ce qu'on fera en termes d'amélioration du réseau de distribution d'électricité, la construction d'hôpitaux, de centres de santé et surtout d'hôpitaux de référence spécialisés dans certaines, je veux dire, dans certaines matières, notamment sur l'oncologie avec le traitement du cancer, le traitement des grands brûlés. Dernièrement, on a également mis en place une structure de référence vraiment moderne pour prendre en charge les maladies infectieuses et notamment le corona au niveau donc du centre de référence du Sénégal qui est le CHU de Fann. Le train express régional, la rénovation également du chemin de fer Dakar-Bamako, c'est également dans la perspective. Le bus de transit qui a déjà démarré, qui permet un peu d'améliorer un peu la mobilité urbaine à Dakar et tout ce que nous faisons en termes également de construction d'infrastructures sportives, dont notamment le grand stade du Sénégal à Diamniadio et le projet à venir des archives et bibliothèques du Sénégal. Maintenant, si on vient faire un peu le focus sur le privé, le projet donc Smart City à Diamniadio qui touche donc l'économie numérique, là c'est un peu donc pas non plus des principaux projets qui devraient être réalisés sous le volet PPP avec une participation significative, voire primordiale du secteur privé. Entre autres, il y a le projet Smart City à Diamniadio, pour lequel on a utilisé récemment sa participation. Dubaï Port sera là avec d'autres privés sénégalais à leur côté. Tout ce qui est extension du réseau électrique, ça va être davantage donc concédé sous cette forme-là. Et le développement ultérieurement du réseau de gazoduc en perspective donc de l'exploitation, la mise en service donc je veux dire, de l'industrie pétrolière et gazière. Maintenant, tout ce qui est autour des parcs industriels, technologiques, etc.,
les zones spécialisées, les zones économiques spécialisées, le développement des agropoles nord, qui seront spécialisés en fonction un peu donc du profil climatique, géographique, pédologique des zones, des principales grandes zones du Sénégal. Tout ça, ça va être également des projets développés avec le privé. Et tout ce qui est programme de développement urbain, construction, je veux dire, de logements sociaux, tout ça, ça va être fait également, particulièrement avec des privés, avec le soutien de l'État. Alors, toujours par rapport au rôle et à la place du secteur privé, on reviendra un peu plus en détail dans les échanges certainement là-dessus. Ce qu'il faut noter, c'est quand même que nous sommes en train de finaliser le cadre juridique véritablement et d'opérationnaliser vraiment le cadre juridique qui permettrait au PPP d'avoir un soubassement de ce point de vue-là, avec donc une loi et ses décrets d'application. Bon, je pense que les textes examinés et adoptés en Conseil des ministres. Maintenant, on va vers la législative pour permettre d'asseoir un cadre de régulation qui permet notamment de lever les contraintes que nous avons par rapport donc à l'environnement des affaires. Tout ce qui est aspect de réforme qualitative sur l'environnement des affaires, sur donc la réglementation du travail, sur tout ce qui est également procédure fiscale, douanière, même judiciaire, parce qu'il faut mettre en place un tribunal spécialisé. Tout ce qui est foncier également va être pris en charge un peu dans les réformes que nous sommes en train donc d'implémenter véritablement pour permettre le développement, surtout endogène de secteur privé national fort. Parce que c'est ça également un peu donc les objectifs poursuivis par l'État, avec donc la rénovation du code des investissements, du code du travail, j'en ai parlé. Maintenant, tout ce qui est simplification des systèmes de tarification, de concurrence, etc., tout cela va être pris en charge également dans ce programme important qu'on appelle le PREAC, programme donc de réforme de l'environnement des affaires du Sénégal. Vraiment, on veut un environnement des affaires de classe internationale, comme on le dit souvent à ce niveau-là. Donc, en 2021, on devrait aller donc vers donc, la finalisation je veux dire, de ces textes-là qui permettraient véritablement d'asseoir ce cadre juridique. Maintenant, le développement du secteur privé va aussi s'axer autour de la loi d'orientation sur le développement du secteur privé et donc également l'opérationnalisation de l'accès préférentiel à la commande publique que nous allons également davantage renforcer pour le secteur privé national pour leur permettre quand même de capter une bonne partie, n'est-ce pas, des investissements de l'État et je veux dire, en termes de marché public. Voilà. Maintenant, sur également la mobilisation de l'épargne nationale, bien entendu, avec les entités spécialisées, notamment les fonds communs de placement, nous allons quand même un peu accentuer cette orientation-là pour permettre aux entreprises de pouvoir trouver une diversité de sources de financement au-delà du financement bancaire classique, pour donc permettre un peu voilà, de disposer de leurs initiatives. Et j'ajouterai à cela tout ce qu'on fait en termes d'accompagnement, d'incubation. C'est le travail notamment de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes qui donc accompagnent au-delà même de valider le projet, de faire son examen comme dans une structure classique. Il met en place véritablement des programmes de mise à niveau, des programmes d'accompagnement, d'incubation. Bon, et il faut saluer à cet effet-là la loi sur les startups qui a été également pris par le gouvernement pour permettre véritablement de donner toutes les chances aux projets privés qui se font jour actuellement et qui s'inscrivent un peu dans le plan d'action prioritaire numéro 2 donc, du PSE. Donc, tout ce qui est, je veux dire, programme d'attractivité territoriale avec les zones économiques qu'on va cibler à Diamniadio, à Diass, à Sandiara, etc. Tout cela va être accentué avec donc véritablement donc, un cadre qui permettra que le privé national, avec le privé international, puisse localement développer des industries de substitution à, je veux dire, certains produits de grande consommation et avoir maintenant
je veux dire, une nécessite quand même de mobiliser un financement important, même si la perspective dans laquelle nous nous situons, c'est quand même de beaucoup plus passer le relais au secteur privé, je veux dire, sur pas mal de projets à réaliser sur le volet PPP, mais l'État va demeurer quand même présent, je veux dire, dans l'accompagnement des politiques publiques et de certains projets majeurs pour lesquels donc nous allons toujours, je veux dire, recourir aux ressources des partenaires classiques. Bien entendu, de ce point de vue-là, la politique d'endettement du Sénégal ne change pas. L'objectif principal, c'est de couvrir les besoins, mais quand même avec le meilleur compromis coût-risque. Voilà, c'est quand même de le faire au coût les plus faibles possibles et avec les risques les plus maîtrisés possibles également, compte tenu de l'environnement dans lequel, je veux dire, s'opèrent ces financements-là que nous mobilisons. Alors, à cet égard, notre stratégie pour aller rapidement, parce qu'on est pris par le temps un peu, comme il y a le Togo, et il faut qu'on ait une petite partie pour les questions. Quoi. Rapidement sur ça. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Donc, je termine sur ça, je disais, pour dire qu'en termes d'orientation, nous allons toujours privilégier les ressources concessionnelles et semi-concessionnelles. Maintenant, l'arbitrage sur le financement de marché entre le marché international et le marché local sera un arbitrage que nous ferons également, compte tenu de l'environnement dans lequel nous évoluerons. Et bien entendu, c'est vers les marchés que nous offrirons les conditions les plus attractives en couverture de nos besoins au moindre coût et au moindre risque. C'est vers ces marchés-là que nous, évidemment, comme nous l'avons fait récemment. Donc, je passe sur ce slide-là qui donc un peu développe ce que je disais tantôt. Maintenant, vous avez dans ce slide-là une perspective en termes de bilan des émissions de titres donc, de l'État du Sénégal sur les marchés de capitaux. Je pense que ceux qui auront la présentation pourront s'intéresser à cela. Et je voulais donc juste terminer sur 2021 pour dire que pour 2021, globalement, nous aurons à couvrir un déficit, disons, de 1363 milliards. Maintenant que nous allons couvrir aussi bien en recourant à des emprunts extérieurs, emprunts projets et emprunts programmes, quasiment pour la moitié 681 milliards, et des emprunts maintenant sur les marchés de capitaux, ils devront ressortir à 682 milliards et que nous devons, dans une très large mesure, axer sur le marché local, comme le montre le calendrier qui est présentement projeté à l'écran, qui donc s'oriente véritablement, pour le moment, vers une mobilisation quasiment intégrale du besoin net de financement de marché sur donc le marché domestique, prioritairement ou en grande partie certainement sur le marché monétaire. Nous regarderons également la possibilité, le cas échéant, de pouvoir peut-être adresser le marché financier. Voilà, nous resterons donc sur des financements plutôt orientés sur de longue maturité, donc des instruments obligataires, avec maintenant quelques instruments, je veux dire, de financement de court terme sous forme de bons du Trésor, qui seront également inclus dans le programme pour gérer un peu donc le profil de remboursement, le risque de refinancement, et diversifier également et permet d'avoir un bon adressage de la courbe de coût. Voilà donc, monsieur le modérateur, disons les messages principaux qu'on voulait donc partager avec l'assistance. Bien entendu, nous restons disponibles dans le cadre des discussions qui vont se dérouler tout à l'heure à la suite de la présentation de nos homologues du Togo. Merci bien, directeur. En détail, en termes de merci beaucoup pour tous ces détails que vous avez donnés. Dans la présentation, effectivement, beaucoup de programmes qui vont être déroulés dans le PSE ont été étalés et on voit que le secteur privé occupera une place
de choix hein, dans la mise en œuvre de toutes ces actions publiques. Et également en filigrane, hein, je pense qu'il est apparu les défis, parce que je rappelle que le thème, on devait parler des défis, mais en filigrane, on a vu effectivement qu'il y a des défis qui sont liés au cadre juridique, les PPP, il y a également des problèmes sur les facteurs, où on a abordé les coûts de l'énergie. Et également, il y a les lourdeurs administratives et puis le cadre du foncier et également les éléments liés au règlement du marché du travail et les ressources humaines. Moi, j'ai vu ces éléments comme des défis, mais on reviendra vers la synthèse. Donc, le Togo à la main, on va laisser la parole au Togo. D'accord, merci. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter l'agence UMOA à titre pour l'organisation de cette rencontre. Même si cette année, la situation sanitaire mondiale n'a pas permis de tenir cette réunion en présentiel, elle garde toujours son importance et permet quand même aux investisseurs et aux émetteurs d'échanger sur des questions qui préoccupent notre environnement. Et je voudrais également remercier et saluer les investisseurs pour le soutien qu'ils apportent à nos États et qui leur permet de mobiliser les ressources dont nous avons besoin pour financer l'action des gouvernements respectifs. Et saluer également les collègues directeurs généraux et tout le personnel qui nous accompagne dans cette émission. Le focus sur le Togo va se présenter en deux temps. Et dans un premier temps, il y a M. Dandjinou, qui est le chef de division de la politique et du financement, et qui va présenter la stratégie d'endettement et le calendrier d'émission. Mais avant lui, il y a M. Tchamdia Abalo, qui est chef de section prévision, qui va présenter la situation économique récente et les perspectives à moyen terme de l'économie togolaise. Donc, avec votre permission, je vais donner la parole à M. Tchamdia pour sa présentation. Merci, DG. Merci, DG. Merci, monsieur le modérateur. Je suis avec monsieur Dandjinou, donc je vais parler sur ça à partir de son ordinateur. Donc, je m'en vais rapidement faire un partage d'écran. Donc, dans le cadre de ce panel, nous allons vous présenter, comme le DG l'a dit, la situation économique récente du Togo et après les éléments de perspective. Bon, voici un plan. D'abord, un bref aperçu du Togo. Bon, quelques indicateurs. Et puis, la situation économique. Bon, nous avons choisi la période 2017 à 2020 et les perspectives et quelques défis et puis une conclusion. Je voudrais, par rapport aux chiffres de l'économie que nous allons vous présenter, dire déjà que depuis 2018-19, le Togo a procédé à la réévaluation de son PIB. Donc, nous utilisons désormais la méthodologie du système de comptabilité nationale de 2008. Donc, les données sont présentées sur la base de cette méthodologie. Très rapidement, le Togo, c'est 56 600 km², un petit pays en termes de superficie. Donc, la population, au 1er janvier 2020, selon l'Institut de la statistique, c'est 7,7 millions d'habitants. Je rappelle, le dernier recensement général de la population, c'était en 2010. Il était prévu un nouveau recensement en 2020, mais à cause de la pandémie, je pense d'ici l'année prochaine, on aura un nouveau recensement. Donc, le taux de croissance démographique
est de 2,3%. Nous avons un PIB par habitant de 549 000 CFA. Comme le modérateur l'a dit, nous sommes engagés depuis quelques années dans un processus d'amélioration des conditions de vie des ménages, donc ce qui montre une amélioration de l'indice de développement humain que nous voyons. Elle est de 0,513 en 2019 contre 0,495 en 2015. Et il y a aussi une amélioration du CPIA. Bon, juste pour montrer depuis 2010 les évolutions. Depuis 2017, quand même, il y a une accélération dans l'amélioration des institutions et politiques. Donc, selon la Fondation Mo Ibrahim également, il y a une amélioration de la qualité des institutions. Le Togo est classé 25e sur 54 pays, après avoir amélioré beaucoup d'éléments au niveau de l'économie, notamment en matière de santé, de protection sociale et notamment aussi en matière de sécurité, de sûreté par rapport à la situation dans la sous-région. Donc, c'est juste quelques éléments. Au niveau de l'amélioration du climat des affaires également, nous avons, dans le Doing Business, on voit le progrès réalisé par le Togo, qui est classé 97e sur 190 pays, soit un bond de 40 places au cours de ces dernières années. Le Togo est classé également 3e réformateur au monde et premier africain. Bon, tout ça, c'est pour dire l'importance qu'accorde le gouvernement au secteur privé. L'idée, c'est d'améliorer l'environnement des affaires pour attirer les investisseurs. Donc, en matière de notation financière également, nous avons en 2020 des notations BB Perspective Stable pour ce qui concerne Standard & Poor's et B3 Stable pour ce qui concerne l'agence de notation et Moody's. S'agissant de la situation économique récente, comme je l'ai dit, bon, les données que nous présentons ici sont faites à partir du PIB réévalué sur la base du SCN 2008 avec année de base 2016. Globalement, nous savons tous que le monde entier a été touché par une pandémie. Le Togo aussi a subi les effets de cette pandémie. Donc, au niveau national, il y a les effets de cette pandémie qui ont cassé un peu le rythme de croissance que le pays connaît depuis quelques années. Nous avons malgré tout continué par mettre en œuvre les projets et programmes prévus dans le Plan national de développement 2018-2022 et notamment nous avons continué par mettre en œuvre les réformes structurelles. Donc globalement au Togo, en 2020, nous avons connu un ralentissement de l'activité, donc le taux de croissance est prévu à 0,7%, contre un taux moyen d'accroissement de croissance de l'économie de 5% sur les 3, 4, 5 dernières années. Donc, c'est dire comment l'économie aussi a subi vraiment un choc. Donc, au niveau des dépenses publiques, en 2020, nous avons connu également un accroissement important des dépenses publiques, notamment liées aux dépenses pour faire face au Covid. Et 7%, le solde budgétaire représente 7% du PIB en 2020, alors qu'avant, nous étions sous la norme communautaire de 3%. Nous avons un taux de pression fiscale aussi qui est en baisse.
bon, suite notamment à la faible mobilisation des ressources. Et au même moment, la masse salariale est en progression. Le taux d'endettement aussi a connu une hausse en 2020. Cependant, l'inflation est toujours maîtrisée sous la barre des 3%, 1% en 2020. Et au niveau des échanges extérieurs également, nous avons un solde courant de la balance des paiements déficitaire. D'ailleurs, c'est structurellement déficitaire. Mais on peut noter qu'au Togo, bon, le solde global de la balance des paiements depuis quelques années est excédentaire. C'est-à-dire que le déficit du compte courant est contrebalancé par un solde du compte financier et du compte de capital est positif. Donc, très rapidement, en bleu, nous avons l'évolution de la croissance, du taux de croissance du PIB réel. Donc, on voit que 2017, 18, 19, on était sur une tendance, en tout cas un rythme de croissance qui est positif. Mais avec Covid, on descend à 0,7%. Bon, ces chiffres pourront être révisés complètement lorsque nous aurons collecté toutes les informations sur vraiment les réalisations. Mais quand même, ce qui est positif, au moment où au niveau mondial, on a des chiffres de croissance négatifs, nous avons quand même un chiffre positif. On espère relancer très rapidement l'économie. Et nous avons un taux d'inflation qui est sous 1%, entre 0 et 1%. En matière de finances publiques, très rapidement également, en bleu, vous avez l'évolution d'année en année des recettes. Nous avons en 2019 dépassé les 700 milliards de recettes. Et bon, en 2020, bon, vous avez vu que il y a on devait avoir des recettes aussi qui se situent au niveau de 700 milliards également. Bon, ça, contrairement aux recettes, les dépenses évoluent très vite, notamment en 2020. Et comme je l'ai expliqué, c'est ce qui explique le déficit budgétaire important que nous avons connu. Et voilà un peu bon, comment évoluer ces indicateurs-là. Donc, le solde budgétaire apporté au PIB, bon, comme je l'ai dit, on était sous 3% depuis 3 ans. Et à cause de Covid, on est allé à 7% de déficit. Le taux d'endettement également est maîtrisé, mais avec la situation en 2020, donc le taux d'endettement est reparti à 56%. La masse salariale sur les recettes également a augmenté en 2020, dû à la cote performance de la mobilisation des recettes et au même moment, un accroissement de la masse salariale. La masse salariale, bon, il faut dire que bon, il y a les avancements, bon, tous les éléments. Il y a des recrutements dans les secteurs tels que l'éducation, la santé, qui sont des secteurs prioritaires sociaux qui expliquent des fois la hausse de la masse salariale. Et au même moment, la pression fiscale a baissé en 2020, toujours expliquée par la contre-performance de la mobilisation des recettes. Maintenant, en termes de perspective, bon, comme on l'a dit au début, le Togo a son plan national de développement 2018-2020. Mais le Covid en 2020 a montré qu'il faut réorienter les priorités du gouvernement. Donc, en ce sens, le gouvernement est en train de mettre à jour son plan national de développement. Et de ce plan, le gouvernement a tiré une feuille de route qui doit être mise en œuvre. Et dans la feuille de route, aujourd'hui, nous avons 42 projets et réformes prioritaires
Notamment, il s'agit de mettre en place des agropoles, de lancer l'unité de production de l'engrais phosphaté. Bon, vous savez, le Togo est riche en phosphate, mais depuis un temps, l'idée c'est de transformer ce phosphate en engrais pour créer plus de valeur ajoutée, plutôt que de l'importer de façon brute. Il y a l'implantation également de nouvelles cimenteries. Le Togo veut également, en tout cas, améliorer la fourniture en matière de facteurs de production tels que l'électricité. Vous savez, l'électricité joue un rôle important. L'idée, c'est d'accroître la capacité de production, de transport et de distribution de l'électricité. Pourquoi pas faire en sorte de baisser le coût. Il y a aussi l'extension du réseau routier rural. Et généralement, quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a certaines contrées de l'intérieur du pays qui regorgent de beaucoup de ressources, notamment issues de l'agriculture vivrière, mais on a des problèmes à les acheminer vers les marchés, vers les villes. Donc l'idée, c'est de mettre l'accent sur le réseau routier, notamment rural, pour permettre aux paysans aussi d'avoir accès au marché. Le Togo aussi veut consolider son positionnement stratégique en matière d'aéroport. Il y a aussi l'outil Internet. Avec Covid, bonjour. Quelqu'un a son micro ouvert? Vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? Pardon? Alors, le Togo veut également renforcer son raccordement au réseau Internet mondial et assurer la digitalisation des principaux services publics. La COVID a démontré que nous devons aller vite. Par exemple, la réunion que nous sommes en train de tenir, nous sommes en train de le faire grâce à Internet. Donc, il faut mettre l'accent sur la digitalisation des différents services. Donc, globalement, la feuille de route, c'est sur la période 2021-2025 et elle s'articule autour de trois axes, c'est-à-dire renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Et ça aussi, Covid l'a montré. En plein Covid, le gouvernement a dû intervenir pour prendre, et en tout cas assister les populations vulnérables en leur accordant des transferts monétaires. Donc, il faut renforcer ces éléments d'inclusion financière et aussi dynamiser la création d'emplois. Donc, c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Donc, il faut aider d'abord le secteur privé à se renforcer et en retour, le secteur privé pourra créer l'emploi nécessaire pour résorber le chômage dans nos pays. Et il faut moderniser aussi le pays, renforcer ses structures. Donc, comme je l'ai dit, tout cela est décliné en projet, programme, réforme au nombre de 42. Donc, l'une des projets, en tout cas, vous savez, le secteur primaire joue un rôle important dans l'économie togolaise, comme dans certaines économies d'ailleurs, au niveau de la sous-région. Donc, il y a une forte concentration de la population dans ce secteur. Mais le problème avec ce secteur, c'est qu'elle n'arrive pas à avoir les financements importants. Donc, c'est pourquoi le gouvernement togolais a créé un mécanisme appelé mécanisme incitatif de financement agricole. L'idée, c'est d'aider le secteur privé, en tout cas ceux qui sont dans l'agriculture, à pouvoir trouver des financements. Et donc, ce mécanisme devait les aider à trouver des financements et aussi des débouchés pour pouvoir d'abord produire et transformer ces produits-là localement pour créer plus de valeur ajoutée aussi. Il y a aussi la mise en place d'Agropole qui a démarré. Il y a aussi la mise en œuvre d'un parc industriel aussi qui a démarré à Déticopé à une dizaine
de kilomètres de la capitale et de Lomé, et qui doit être soutenu par le secteur privé. Donc, globalement, on s'attend à ce que l'activité économique soit tirée par les investissements privés. Donc, ce qui explique d'ailleurs le climat des affaires, en tout cas la poursuite ou bien l'accélération de l'amélioration du climat des affaires dont j'ai parlé tantôt. Donc, vous savez que Covid a frappé le pays. Donc, pour nous, c'est que très rapidement que Covid soit maîtrisé, en tout cas, la crise sanitaire puisse disparaître et que le Togo puisse reprendre, renouer avec la croissance et l'accélérer. Donc, à terme, sur la période 2021-2025, c'est d'avoir un taux de croissance moyen de 6,5%. Et en 2025, 7,5%. Donc, voilà rapidement les chiffres que nous avons projetés. Le solde budgétaire, en 2021, ne pourra pas redescendre sous 3%, de même que 2020, et 22 et 23. À terme, quand même, jusqu'en 2025, on pourra revenir sous 3%. Covid oblige, et puis des mesures de relance avec tous les projets qui sont prévus et avec l'aide du secteur privé qui devrait prendre la relève en matière d'investissement et de financement de l'économie, on devrait retourner sous la barre des 3%. Nous avons un taux d'inflation qui reste maîtrisé et l'encours de la dette aussi, qui sera autour de 58%. Et une masse salariale aussi qui devrait redescendre sous 40% autour de 2023, notamment grâce à l'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales. Il faut préciser qu'à ce niveau, le Togo, depuis 2014, a fusionné la direction des impôts et la direction générale des douanes en un office qui aujourd'hui a fait ses preuves, donc qui continue par accélérer les réformes en son sein pour mobiliser davantage de ressources nécessaires au financement du développement. Et le taux de pression fiscale aujourd'hui est autour de 12%. Donc, depuis le rebasage, nous avons un PIB qui a augmenté. Donc, le Togo n'arrive plus à respecter les 20% prévus dans le pacte de convergence. Donc, nous sommes autour de 12%. En 2023, nous serons autour de 13%. Nous nous approcherons de 14%. Là également, les idées, en tout cas, les idées sont en cours, les réformes sont en cours pour voir comment mobiliser et plus. Voilà. Je vais laisser M. Dandino continuer. OK, donc nous allons, en attendant de régler ce petit détail technique, donc nous allons vous présenter à la suite de la présentation de M. Chamdia les orientations de la stratégie d'endettement à moyen terme et le plan de, le calendrier d'émission de 2021. Donc il faut noter que le Togo s'inscrit toujours dans la logique de mobilisation des ressources, autant sur le plan local, régional, disons, que sur le plan extérieur pour financer ses besoins de financement, et ça dans une perspective de moindre coût. Donc, le Togo, compte tenu des risques qui sont liés au portefeuille de la dette, le Togo compte réduire le risque de refinancement lié à la dette intérieure en mettant l'accent sur les maturités, disons, longues, 5, 7 et 10 ans. Également, au-delà de 2021, le Togo voudrait mettre l'accent sur la gestion active de la dette à travers le rachat et des échanges de titres systématiques. Continuer par mobiliser les ressources concessionnelles
privilégier les devises moins fluctuantes. Il y a l'euro et puis les paniers de devises pour maîtriser le risque de taux de change. Et également rechercher les ressources à taux fixe pour maîtriser le risque de taux d'intérêt. Alors, pour 2021, qu'est-ce que nous attendons? On note que la loi de finances autorise à mobiliser les recettes et les dépenses à 1521,7 milliards pour 2021. Dans ça, le besoin de financement se chiffre à 680,4 milliards qui sera couvert par les ressources extérieures à 99,45 milliards, soit 14,6%. Et les ressources sur le marché et auprès de la BOAD à hauteur de 580,95 milliards, soit 85,4%. Donc, le marché sera très sollicité. Et nous tenons à dire un grand merci pour les investisseurs pour avoir permis au Togo de couvrir largement ces mobilisations au cours de l'année 2020. Donc, au cours de l'année 2021, nous serons là pour, disons, 585 milliards. Au titre du premier trimestre, nous allons solliciter 585 milliards. Au titre du deuxième trimestre, 165 milliards. Au troisième trimestre, 160 milliards. Au quatrième trimestre, 75 milliards. À travers les bons du Trésor de 100 milliards, les OAT 3 ans, 190 milliards, 5 ans, 150 milliards, 7 ans, 115 milliards et 10 ans pour 30 milliards. Donc, nous serons à travers, disons, 17 opérations, une opération infra-annuelle, 3 BAT et puis 13 OAT. Qu'est-ce qui gouvernera les émissions de 2021? Pour dire que nous allons émettre des émissions de taille contenue pour une meilleure couverture des opérations, une ou plusieurs opérations de grande taille pour absorber les montants mobilisés. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché pour 80 milliards, donc c'est l'une des plus gros montants que nous sommes en train de mobiliser au cours de 2020. L'intervention régulière de l'État du Togo est fixée un vendredi sur 2 et abondement systématique des titres pour réduire la fragmentation des titres émis pour constituer des gisements de l'ordre de 70 à 80 milliards. Bon, donc voilà à peu près ce qui est des orientations et puis le calendrier de titres pour l'année 2021. Nous tenons à vous remercier pour votre aimable attention. Merci bien, le Togo, pour être dans le temps. Donc, voilà, merci. On est au terme des présentations. Si on va résumer donc la situation, les présentations ont permis aux deux pays de passer en revue les programmes de développement, les différents indicateurs macroéconomiques auxquels ils sont parvenus. On notera un choc important du coronavirus de la pandémie à coronavirus dans l'évolution des indicateurs macroéconomiques. Et je dois dire que ce n'est pas propre juste à ces deux pays. Hein. Pour l'ensemble des pays de l'UEMOA, le choc est à peu près du même niveau. Tous les pays ont vu leur croissance macroéconomique qui était au moins dans l'ordre de 5% s'effondrer. Heureusement, pour l'essentiel, ils sont tous quand même à des taux de croissance légèrement au-dessus de zéro quand même, ce qui laisse augurer que quand même, s'il y a une bonne mise en œuvre de politiques de relance, peut-être qu'on évitera d'arriver à des taux de croissance négatifs. Alors, on peut dire aussi dans les présentations que l'ensemble des pays sont bien conscients de ce qu'il faut faire pour relancer l'économie et même que les
les différents pays ont travaillé à identifier des projets très clairs sur lesquels ils attendent l'intervention du secteur privé en termes d'accompagnement, autant sur le financement qui a été décliné que dans la mise en œuvre concrètement de ces différents projets. Donc, pour que je ne monopolise pas la parole, je vais laisser peut-être les différents participants, s'il y a des préoccupations, poser des questions, 15 minutes, et puis on va échanger pour pouvoir respecter le temps qui nous est imparti pour ce panel. Mais pour ma part, en tout cas, je pense que beaucoup d'informations utiles sur les perspectives économiques de ces pays ont été données. Les défis ont été également posés et les présentations vont être bien entendu partagées. Et je pense que cela va permettre aux gens de regarder plus en détail les éléments et les indicateurs macroéconomiques qui ont été fournis. Donc, je laisse la parole à qui veut la prendre pour poser des questions. Comme ces deux pays que nous avons écoutés, c'est bien de préciser à l'endroit de quel pays la question est destinée pour qu'on gagne du temps. OK. Alors, si je vois donc les questions qui sont posées, il y a une question de M. Diallo. Quelles sont les stratégies d'accompagnement qui sont mises en place pour formaliser le secteur informel? C'est adressé au Sénégal afin d'améliorer sa participation au financement. Ensuite, il y a une deuxième question qui est posée par M. Zakari. Le taux d'endettement du Togo est actuellement autour de 56% de son PIB, après le rebasage de son PIB. Est-ce que cela offre une possibilité au Togo de faire davantage recours au marché des titres pour l'année 2021? Voilà les deux questions, je pense, qui sont pour l'instant enregistrées là. Est-ce que le Sénégal peut prendre la parole, peut-être pour aborder la première question? De dire que la question, je la reprends, hein, c'est par rapport à la formalisation du secteur informel. Quelle est la stratégie d'accompagnement de l'informel pour migrer vers le formel? Le Sénégal? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, monsieur Yago, et merci à monsieur Diallo. Alors, il faut dire quand même que la formalisation du secteur informel est quand même un objectif important pour l'État du Sénégal. D'abord, quand on se réfère quand même au recensement général qui a porté donc sur les unités économiques fait par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Alors, il a donc révélé que nous avons un tissu économique qui, à plus de 90%, était donc constitué d'entités qui relevaient du secteur informel, plus ou moins, ou de la petite ou de la très petite entreprise. Alors, évidemment, pour l'accompagner, il faut bien adresser les contraintes. L'une des contraintes, c'est déjà des contraintes en termes de conformité sur leurs produits qui sont, sur l'offre de produits qui sont faits, enfin l'offre de produits donc au niveau de ce secteur informel. Et il faut indiquer que l'État quand même a mis pas mal de structures d'accompagnement, je veux dire du secteur informel, aussi bien dans les domaines de l'artisanat que dans le domaine commercial. A mis en place même au plan institutionnel un ministère qui leur est dédié pour mieux prendre en compte, je veux dire, leurs préoccupations, notamment dans le récent attelage gouvernemental. Évidemment, il y a de ce point de vue-là de l'accompagnement technique, donc des structures d'encadrement, d'appui, qui leur permettent un peu mieux de formaliser leur activité et de la mettre aux normes. Il y a également le travail très important que le bureau de mise à niveau fait pour permettre que, à moins les unités qui veulent, je veux dire, s'engager vers une activité beaucoup plus formelle, je veux dire, puissent avoir le soutien au plan technique, au plan de l'assistance, pour davantage, donc, je veux dire, se mettre en norme en termes donc, de process et donc je veux dire, de techniques d'exploitation. Ça, c'est un point important, tout ce qui est mis en place en termes d'agences d'encadrement, et nous en avons beaucoup au Sénégal dans des domaines variés. Maintenant, au-delà de cela, il y a la formalisation quand même au plan fiscal, parce que
pas mal de ces entités-là sont exclues, par exemple, de la commande fiscale parce qu'elles ne répondent pas véritablement aux critères qui permettent de les identifier dans le cadre donc, du registre MINEA, mis en place justement par l'Agence nationale de la stratégie, de la statistique et de la démographie que j'évoquais tantôt. Donc ça également, il y a pas mal de simplifications qui leur sont offertes en termes de statut, je veux dire, d'entreprise. Beaucoup de facilité également à ce niveau-là pour, je veux dire, formaliser un peu donc leur entité du point de vue un peu donc des statuts de l'OADA. C'est un dispositif mis en place avec pas mal de simplifications en termes de comptabilité et donc de production, voilà, d'état financier qui puisse être exploitable, je veux dire, par les administrations financières. Il y a également des centres, l'initiative des centres agréés de gestion, bon, qui n'a pas très bien marché, mais qui n'est pas pour autant abandonnée, même si elle doit être reprise sous d'autres orientations pour leur permettre davantage donc d'intégrer ces exigences-là de suivi, je veux dire, dans leur activité au quotidien pour des questions de traçabilité, d'informations qui puissent être exploitées par ailleurs, par le système bancaire et financier en vue de leur octroyer les prêts, je veux dire, qui sont nécessaires à comment dire, le développement de leur activité. Donc, le problème de l'accès au crédit également est un problème, une contrainte qu'on adresse aussi en mettant en place également, disons, des structures de financement qui sont donc, tout en étant assez universelles, ont quand même des guichets qui sont beaucoup plus orientés vers l'accompagnement donc des structures, tant au plan, je veux dire, de l'accompagnement des initiatives d'entreprise. Bon, j'évoquais tantôt la DER, j'évoquais également les agents d'encadrement. Bon, je citerai notamment la PDA sur l'artisanat, extrêmement important. Sur le commerce, le bureau de mise à niveau également joue un rôle extrêmement important également. Et donc, sur le crédit, je veux dire l'accès au crédit, l'ADER également joue un rôle de ce point de vue-là extrêmement important en accordant des facilités de crédit à des taux avantageux par rapport à l'offre classique bancaire, je veux dire, qui existait jusque-là pour donc le secteur privé, qui n'avait d'autre alternative que le système donc de la microfinance, bon, qui quand même peut avoir des produits appropriés, mais avec des conditions, on le sait, en général ou en moyenne, un peu plus onéreuses, bon, pour un peu compenser, je veux dire, les déficits de garantie et de sûreté qui sont donc nécessaires à cette activité-là. Donc, nous... Directeur, est-ce que sur cette question, on peut résumer globalement qu'il y a des dispositions? Voilà. Parce qu'il y a d'autres questions, je pense, adressées au Sénégal qui touchent des questions d'actualité sur notamment l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz. Quel serait son impact sur la croissance du Sénégal et le budget de l'État? Et également, il y a une question toujours adressée au Sénégal. Hein. Je pense oui, je crois que c'est la question essentielle. Il y avait une question sur le Covid et son impact sur le secteur pétrolier, lié notamment à la baisse du coût du pétrole. Bon, tous les deux sont reliés au secteur pétrole. Hein. Donc, si vous pouvez rapidement sur ces deux questions-là, ramasser pour donner des réponses. Donc, l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz sur l'économie sénégalaise et ce qui est attendu, et puis également le Covid et son impact sur la baisse du cours. Après, on va passer au Togo pour quelques questions aussi. Comme on nous a donné 15 minutes pour les questions. Merci. Sénégal, si vous pouvez compléter donc sur ces questions. D'accord. Alors, je vous remercie. Alors, la perspective de l'exploitation pétrolière et gazière devrait quand même se matérialiser par quand même un taux de croissance qui devrait être assez élevé. Quand je voudrais peut-être inviter, je veux dire, à regarder le slide 7, par exemple, la présentation du Sénégal. C'est partagé à l'écran. Bon, qu'on va déjà
je veux dire, partagé à l'écran. Quand on regarde, par exemple, les années, je veux dire, où nous attendons la mise le démarrage donc, des projets pétroliers et gaziers, déjà vers les années 2023-2024, vous voyez qu'il y a un rebond, je veux dire, significatif de la croissance, qui déjà pour ces 2 premières années d'exploitation-là devrait se situer à 13,7 pour 2023 et 14,8. Donc, ce sera un bond important. Mais ce n'est pas une évolution, je veux dire, qui sort de l'ordinaire pour des pays qui démarrent des projets pétroliers et gaziers, parce que quand même, c'est une activité, je veux dire, très impactante sur le tissu, surtout au démarrage. Ça permet un peu donc d'impacter la structure de l'économie de façon assez sensible. Et donc, nous attendons de l'exploitation pétrolière et gazière, notamment sur les premières années d'exploitation, avant de stabiliser, un bond significatif sur la croissance qui pourrait passer à 2 chiffres en liaison donc avec les effets induits sur l'ensemble donc de l'économie, quand on regarde également toute l'activité qui se développe autour en termes de logistique, de transport, etc., et sur d'autres aspects liés donc à cette perspective-là. Alors, cela dit, sur la baisse des cours du pétrole liés à la COVID, bon, quel a été l'impact sur les projets? Alors, le premier impact, ça a été un peu de différé. Je veux dire, donc, cette perspective même d'entrée de mise en œuvre des projets pétroliers et gaziers. Bon, la décision d'investissement qui précède un peu cette phase-là a été plus ou moins réaménagée. D'accord. On a un peu de retard par rapport au programme initial. Elle est ajustée, mais nous devons quand même, peut-être dès 2023, au lieu initialement de 2022, fin 2022, avoir donc, je dis ces effets-là. Donc, un décalage déjà de 1 an au stade actuel de la pandémie et de ses effets. Merci. OK. Merci, directeur. Donc, nous sommes prêts. Nous donnons la parole pour terminer. Oui. Alors, j'aurais fait du mal au Togo, hein, mais bon, je vais peut-être essayer, parce que la question du Togo touche le rebasage. C'est une question globale hein, que nous avons adressée au niveau de la commission. OK, donc, si vous terminez, pour qu'on puisse démarrer. Voilà, j'interviens et je vais présenter des excuses, bien sûr, au DG, parce que c'est une question statistique. Hein. C'est-à-dire le rebasage des comptes nationaux, quel est son impact sur l'endettement, le taux d'endettement. De manière mécanique, hein, le rebasage des comptes nationaux a augmenté le PIB des pays et le PIB au dénominateur, donc ça fait rapidement baisser le taux d'endettement. Et donc, ça donne une marge par rapport, en tout cas, aux critères retenus de 70% au niveau de l'UEMOA à l'ensemble des pays. Et ce qu'on a vu au niveau de l'UEMOA, c'est que de manière globale, ça a bien baissé pour les pays qui ont recommencé par des mécanismes d'endettement progressifs et le taux tend à remonter. Je pense qu'on l'a vu dans l'exemple du Sénégal. Mais on retient aussi que les pays sont bien regardants sur ce taux. Et donc, ça ne va pas les échapper. Ils mettent des mécanismes en place pour quand même ne pas déborder. Alors, donc je pense qu'on a passé une bonne séance. Moi, pour ma part, je veux remercier les présentateurs hein, qui ont bien étalé les possibilités de leur pays et les financements qui sont attendus, ainsi que les plans d'endettement. On espère que ça a été très utile pour les participants. Je remercie, moi, à titre pour m'avoir permis de participer à ce débat. Comme il y a d'autres séances après, je veux vous remercier rapidement et merci beaucoup. Merci, M. Yago, pour la modération. Nous remercions tous les intervenants et contributeurs de ce Focus Pays qui a porté sur les défis et les perspectives de la contribution du secteur privé à la croissance du Togo et du Sénégal. Les 2 délégations ont passé en revue avec pertinence la situation économique des 2 pays, mais aussi en mettant l'accent sur les défis auxquels ils font face, surtout dans ce contexte de COVID-19.